on peut dire que le Vietnam s'est incrusté dans ma vie, parce que je suis née à Saint-Étienne, j'étais secrétaire de l'Union des jeunes filles de France, d'abord dans mon lycée et ensuite secrétaire départementale. Et à l'époque, il y avait la guerre du Vietnam, la première guerre coloniale de la France. Et j'étais déjà très mobilisée avec l'Union des jeunes filles de France. On a participé au bateau pour le Vietnam. J'étais allée voir les dockers de Marseille pour les empêcher, pour leur demander de ne pas débarquer, de ne pas embarquer des armes pour l'Indochine. Et c'est l'époque où Henri Martin et Raymond Dedien ont été arrêtés. Henri Martin pour avoir refusé d'être parti au Vietnam, et Raymond Dedien pour s'être couché sous un train à Tours. Curieuse coïncidence, c'est la ville où Ho Chi Minh avait été avec Marcel Cachin et Maurice Thorez, le parti communiste français. J'avais 35 ans, j'étais secrétaire de la section du Parti communiste français. Je venais d'être élue conseillère générale de Choisy-le-Roi, en remplacement de Fernand Dupuis. Et j'étais en même temps membre du bureau de la fédération du Parti communiste français. Et 31 mars 1968, le président Johnson décide qu'il va y avoir des pourparlers. Ils arrivent à Paris, mais ils étaient à l'hôtel Lutetia. Ouais. Et ensuite, on apprend par Valdecrochet, qui était secrétaire général du Parti communiste français à l'époque, jusqu'en août 68, où il tombe malade et où c'est Georges Marchais qui le remplace, on nous dit, voilà, les Vietnamiens vont arriver à l'école centrale. Alors, avec Fernand Dupuis, André Lecourt, avec Louis Luc, avec d'autres adjoints, André Griot, nous nous réunissons, et voilà, on cherche comment on va faire en sorte que cette délégation ait les meilleures conditions possibles matérielles, mais surtout, comment la population de Choisy, du Val-de-Marne, et si on peut, sur le plan national, comment on peut faire pour que cette maison des Vietnamiens, qu'on appelle maintenant maison des Vietnamiens, devienne une maison où de très nombreuses délégations viennent pour dire voilà ce qu'on fait pour la paix au Vietnam. Monsieur Le Ducteau était le secrétaire général du Parti communiste français et le chef de la délégation. Mais Xanthui était le chef de la délégation permanent à Choisy. La municipalité a aidé, mais il y a eu beaucoup de bénévoles, et surtout le Parti communiste. Mais ils avaient quand même quelques subventions qui arrivaient de Hanoï. C'est facile de trouver des gens qui... Très facile, parce que déjà, dans le Parti communiste, nous avions de nombreux amis, de nombreux camarades, nombreux amis qui venaient et qui venaient alors le jour, la nuit d'ailleurs, parce que les délégations c'était le soir. Et puis, par exemple, le jour où il y avait le 2 septembre, quand ils faisaient la fête, nous allions là-bas. Alors, donc ils organisaient des fêtes vietnamiennes. Ils organisaient la fête du Tet. La fête du Tet et la fête de l'indépendance. C'est-à-dire la fête du Tet au mois de janvier, février suivant, comment ça tombe avec la Lune. Et le 2 septembre, toujours, puisque c'était la fête de l'indépendance. Et lorsqu'il y avait la fête du Tet, alors nous allions là-bas, et on restait longtemps, aussi longtemps qu'ils restaient, parce que, vous savez, ils étaient à la fois très... Ils chantaient, on mangeait des bonnes choses. Il y avait des enfants, nous on amenait des cadeaux, on amenait des friandises. Mais mon mari, lui, il avait toujours, il avait un porte-clés
il avait toujours les poches pleines de bonbons parce que les enfants vietnamiens n'avaient pas. Parce qu'il y avait des enfants vietnamiens qui sont venus Oui, avec la parce délégation. qu'il y avait l'union générale des Vietnamiens de France qui étaient là et qui venaient avec leurs enfants. Et ça, pour eux, c'était un jour merveilleux. Parce que ils ne sortaient pas très souvent quand même. Ils sont sortis. C'est vous à droite. Oui, bien sûr. Chaque année, nous organisions une réception pour la fête de Bonne Année, comme nous le faisons toujours d'ailleurs, où ils sont venus l'année dernière. Et c'est eux qui venaient. Et alors là, pour eux, c'était un bain de jouvence, quoi, d'être parmi les Français, et de se sentir soutenus. Parce que pour eux, c'est ça qui était le principal. Vous aviez des discussions politiques, ce genre de choses pendant... Oui, bien sûr qu'on avait des discussions politiques, parce que nous, on essayait, et on réussissait, mais pas seulement nous, parce que disons que ça reposait quand même sur la direction nationale de tous ceux qui luttaient pour la paix au Vietnam, et pas seulement le Parti communiste. Il y avait, par exemple, le mouvement de la paix, un communiqué du mouvement de la paix, qui date exactement du 17 mai, et où on peut lire que la victoire du Tet sur les Américains a été un tournant de la guerre, et que maintenant il faut aller très vite pour que la guerre soit gagnée contre les Américains, pour que la paix revienne. Ils ne parlaient pas de gagner la guerre, parce que, vous savez, ces Vietnamiens, c'est incroyable. Ils parlaient, ils disaient, il faut qu'on nous laisse libres. Mais ils n'avaient pas d'esprit revanchard. Et pourtant, il y avait toutes ces victimes. Et moi, je me rappelle qu'un des jours les plus difficiles, c'était parce qu'ils ne savaient pas où était leur famille. Ils ne savaient pas, parce que les combattants, tout le monde participait à la lutte contre la fin de cette guerre. Et ils ne savaient pas où était leur famille. Ils n'avaient pas de nouvelles. Je me rappelle que les ouvriers de chez Renault venaient en délégation. À l'époque, il y avait Claude Wilmout. Claude Wilmout, c'était le secrétaire du Parti communiste chez Renault. Et Jacques Leprêtre, c'était le responsable du syndicat. Et ils ont même fait plusieurs fois des débrayages, c'est-à-dire des grèves de quelques heures. Il y avait aussi... Pour la paix au Vietnam. Pour la paix au Vietnam. Il y avait aussi le syndicat et la cellule du Parti communiste de Rhône-Poulain qui venaient. Il y avait aussi... Et c'était eux qui eux-mêmes avaient cet élan, ou c'était... Ah, c'était eux-mêmes. Mais parce que on avait... Ils étaient poussés par le PC aussi. Non, mais je veux dire que c'était depuis longtemps. Depuis que la guerre avait éclaté, on était dans ce mouvement. Il y avait aussi des délégations qui venaient de la fonderie de la rue du Moquet, qui malheureusement maintenant qui n'existe plus, la fonderie de chez Mafo, et il y avait aussi les ouvrières de Prestil. En même temps qu'il y avait eu la fête du Tet, c'est-à-dire le 30 et 31 janvier 1968, au mois de mars 1968, c'est-à-dire avant que les Américains acceptent de s'asseoir à une table, il y a de grandes manifestations à l'université de Berkeley, en Californie. C'est la première grande manifestation. Il y a 5000 étudiants qui participent à cette manifestation. Et la veille une autre manifestation devant la Maison Blanche a eu lieu avec près de 100 000 Américains qui étaient venus de toute l'Amérique. Et c'est là, je pense, c'est ça qui a vraiment décidé le président Johnson. C'est la première fois qu'il y avait un tel engouement au niveau mondial en faveur de la paix. Est-ce que le fait que ça soit aussi une des premières guerres télévisées a aussi un peu influencé? Oui, vous avez tout à fait raison de parler de ça, parce que justement, alors toujours en mars 1968, il y a des grandes manifestations donc au Vietnam, mais il y a aussi des grandes manifestations en Suède, en Italie,
en Belgique et une très grande manifestation de la jeunesse communiste qui se tient le 21 février 1968 avec le jour, c'est peut-être vous ne savez pas que c'est le jour de la lutte anticolonialiste. C'est une célébration qu'on fait chaque année, qu'on fait encore maintenant. Voilà, donc l'accord du président Johnson a été précédé de tout ça, et on peut dire que c'est ça qui a fait dire à Johnson, aux Américains, on ne peut pas gagner cette guerre, il faut commencer des négociations. J'ai deux souvenirs. Le premier, évidemment, c'est cette petite fille brûlée. D'abord, tous ces avions qui partaient, j'ai eu l'occasion d'y aller d'ailleurs, sur cet aéroport, quand je suis allée au Vietnam. La base de Da Nang, d'où partaient tous les B-52 et qui allaient sur le sud, sur la base, sur la piste Ho Chi Minh, très, très célèbre. Et vous savez que cette piste Ho Chi Minh, elle était gardée jour et nuit, pas seulement gardée, mais reconstruite toutes les nuits par des femmes qui sont toutes maintenant des femmes qui ont reçu l'agent orange, donc la dioxine, qui sont malades et qui vivent d'ailleurs presque toutes ensemble. Ça me fait frémir je trouve ça vraiment très émouvant. Elles vivent toutes ensemble dans un village, c'est comme ça qu'elles se sentent le mieux. Elles s'organisent, elles travaillent. C'est en fait la première fois qu'une télévision a rendu compte à la fois de cette petite fille qui a été brûlée au napalm. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire tout à l'heure à propos de la piste Ho Chi Minh. Elle a été brûlée au napalm et on la voit enlevant ses vêtements qui la brûlent sur les épaules. Et elle crie, J'avais deux enfants, j'avais une fille et un garçon. Bien sûr, quand on imagine cette petite fille, c'est... Vous pleuriez, vous étiez... Ah oui, vous savez qu'on... Oui, vraiment, c'est vrai, je me rappelle plusieurs fois. Quand j'étais au congrès de l'Union des jeunes filles de France, un jour, je racontais tout ce que Raymond Dien faisait, tout ce qu'on faisait pour le Vietnam, et c'est vrai, j'ai éclaté en sanglots, parce que c'était tellement prenant, parce que quand on parle comme ça, et quand on vit une guerre comme ça, la première, on se met forcément pour puiser l'énergie, pour trouver l'énergie, et puis quand on parle, quand on explique, disons qu'on le ressent encore plus. C'était un peu comme chez nous pendant la Résistance, vous savez, elles étaient sur leur vélo, elles portaient de la nourriture, elles cachaient tout à l'intérieur, et les Américains ne se méfiaient pas trop d'elles. Et les Américains, pas seulement les Américains, mais les Vietnamiens du Sud, qui étaient des traîtres à leur patrie, parce que à partir d'un moment, du moment où les pourparlers ont commencé, c'est la vietnamisation de la guerre qui va dans le Sud. Donc, les Américains sont alliés à ceux au Vietnam du Sud, et il y a des Vietnamiens du Sud qui font la guerre aux Vietnamiens, aux combattants. Mais il y avait aussi des combattants du Sud, pas seulement du Nord. Pas seulement du Nord. Les moments les plus marquants de ce séjour, c'est le jour évidemment où on a annoncé la mort de Ho Chi Minh, c'est-à-dire le 2 septembre 1969. Il y a eu un hôtel qui a été monté, qui a été aménagé, et la population de Choisy, mais pas seulement à Choisy, la population du Val-de-Marne, de Paris, des étrangers, des bonzes, des prêtres, parce qu'on voyait très souvent des bonzes et des prêtres qui venaient à l'ambassade, et ils sont venus pour cette occasion évidemment. Ce qui m'a le plus marqué, c'est que jamais ils n'ont douté qu'ils allaient gagner.
Et moi j'avais en tête ce que le général Giap disait, et c'était que les Américains, pour faire la guerre, il faut des hommes et des armes. Les Américains avaient des armes à ne plus savoir qu'en faire. Le nombre d'avions qui sont tombés, parce que les Vietnamiens ont fait de très très grosses victimes parmi les Américains. Vous savez, je fais une petite digression, parce que je trouve que c'est... Mais les Vietnamiens nous parlaient aussi des victimes américaines. Parce qu'ils nous disaient, et moi, ça je dois dire que c'est pour moi quelque chose de très, très émouvant, parce que vous vous rendez compte, les pertes qu'ils subissaient, les souffrances qu'ils avaient, pensaient en même temps aux enfants américains. Et c'est vrai d'ailleurs, parce que vous savez que maintenant, d'ailleurs, les combattants vietnamiens et les combattants américains travaillent ensemble pour obtenir, oui, de leur gouvernement, et y compris de Obama maintenant, qui a quand même lâché un tout petit peu de laisse pour donner un peu d'argent pour déminer toute la région de Da Nang. Parce que la guerre, elle a continué après. Elle a fait des milliers de victimes avec les bombes antipersonnelles. Ça, j'ai jamais eu l'occasion de le dire. Eh bien, ils travaillent ensemble. En fait, vous n'avez jamais senti une violence. Et nous avons fait au Sénat, avec l'association d'amitié franco-vietnamienne, un colloque où il y avait des scientifiques de 7 ou 8 pays qui disaient toutes les conséquences, parce que maintenant... Les conséquences ont été très longues. Hein, elles sont encore très longues, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que maintenant, et c'est ça qui est très préoccupant, on en est maintenant à la 3e génération, et bientôt la 4e. Quand l'agent orange a été déversé pour défolier toutes les forêts, pour voir les combattants. On ne savait pas à l'époque que la dioxine, on ne savait pas qu'il y avait de la dioxine. Et vous savez pourquoi ça a fait autant de mal? C'est parce que avec les défoliants, l'agent orange, pour que ce défoliant ne se transforme pas en dioxine, il faut le porter à une très haute température. Et comme la firme Monsanto voulait aller très vite, il ne portait pas l'agent orange à cette température. Et c'est pour ça qu'il restait de la dioxine. Et c'est comme ça qu'ils ont déversé 40 millions de litres de dioxine. La dioxine maintenant, il y a énormément de gens. Alors je suis allée les voir, moi, au village de Van Can, mais je suis allée les voir aussi dans un village qui est tout près de Hanoï, et qui s'appelle Tay Binh. Et là, ils vivent dans le village, dans les maisons. Et nous avons vu, évidemment, c'était des jeunes, mais qui ont maintenant quelque chose comme 40 ans, quoi, puisqu'ils sont nés à l'époque. Et alors les familles ne veulent pas les laisser aller dans une maison parce qu'ils savent qu'ils n'en sortiront jamais. Ils sont complètement malades, c'est quoi? Ils sont complètement malades. J'ai même vu... Donc ils étaient enfants. J'ai vu une mère qui était... C'était terrible, parce qu'on était là, et cette femme, il avait son fils qui avait une quarantaine d'années, sans arrêt, il a un balai sur le dos. Et il essaye de taper quelqu'un. Et elle avait tellement peur qu'il vienne nous taper dessus, parce qu'il ne sait pas. Alors, est-ce qu'il reste quelque chose, vous voyez, de... Alors, elle est là, sans arrêt, il y a des maladies psychologiques et physiques, c'est ça? C'est ce que vous voulez dire? Oui, ah oui. En 1979 ou 80, mais enfin c'était dans ces années, nous sommes allés, ils ont voulu inviter une délégation au Vietnam. Et dans cette délégation, quand nous sommes arrivés
Alors là, ça a été vraiment, je ne sais, je vais redire encore terrible, mais il n'y a pas d'autre mot. Alors c'était donc Louis-Duc qui était maire, qui était devenu maire à partir de 1979, donc c'était après 79, mais je pense que c'était en 1980, et nous avons débarqué au seul petit aéroport qu'il y avait, c'est-à-dire l'aéroport militaire, et le long de la route, il y avait des gens qui nous saluaient, parce que, vous savez, les Vietnamiens avaient tellement entendu parler de Choisy-le-Roi qu'il y en a qui croyaient que c'était la capitale de la France. Et on est arrivé donc, alors le long de la route, il y avait des gens qui habitaient, mais sur la terre. Il n'y avait pas de maison. Ils étaient sur la terre battue, avec rien, quoi, des tôles, Et on est passé sur le pont de Longuebienne, le pont Paul Doumer, qui d'ailleurs va être rénové. Mais on se demande comment les voitures peuvent passer. Mais il tient encore. Et vous savez, il s'est passé une chose extraordinaire, c'est que ça s'est passé donc le 2 septembre. C'était donc la fête de l'indépendance. Et il y avait le ministre des Affaires étrangères, monsieur Guéringaud. Et alors, nous qui étions dans cette... on cherchait partout les têtes qu'on connaissait. Alors, on a rencontré le Ducteau, on les connaissait, on les rencontrait. Vous avez retrouvé une partie de la délégation. On avait été logé d'ailleurs, bien que le ministre des Affaires étrangères était là, il nous avait logés dans la maison du gouvernement pour montrer la reconnaissance qu'il nous devait. Mais pour nous, vous savez, ça a été toujours, il nous disait merci, mais merci, merci c'est quoi par rapport à ce qu'ils ont fait eux? C'est-à-dire que chaque fois qu'ils nous disaient merci, on leur disait mais c'est à vous que le monde entier doit dire merci, parce que vous avez mis fin à la guerre anticolonialiste en quelque sorte. Ce qui est formidable, c'est que vous savez, alors j'avais commencé à vous dire le général Giap quand on est allé au Vietnam, on le cherchait partout. Et finalement, tout d'un coup, le général Giap vient vers nous, il nous aperçoit, il nous tombe dans les bras et il nous dit « Oh, la délégation française, je la cherche partout ». Et on est tombé dans les bras les uns des autres, évidemment, sous l'œil, justement, de M. de Guéringaud, qui était là à ce moment, qui se demandait bien ce qui se passait. Quand j'ai été élu au Sénat en 1977, il y a des groupes d'amitié au Sénat, et il y en a un pour l'amitié franco-vietnamienne. Et avec le président Poncelet, qui était le président à l'époque, du groupe d'amitié, et M. Houdin, nous avons travaillé. Alors nous sommes allés au Vietnam. C'est le Sénat qui a construit au Vietnam, tout près d'Hanoï, la première usine, la première entreprise où l'on pouvait fabriquer des petites bouteilles d'eau, parce qu'il n'y avait pas d'eau potable. Alors on les a aidés. Le conseil général du Val-de-Marne a aidé, puisqu'on en avait une expérience très très importante dans ce domaine, on les a aidés, Monsieur Germain, puis Monsieur Favier continue d'ailleurs avec la même ardeur. Et maintenant on est de Yen Bai, on a construit des grandes écoles, on a aidé à construire donc l'Institut du Cœur à Ho Chi Minh Ville. C'est un institut où on soigne les maladies cardiaques, où les plus grands spécialistes du cœur français sont allés, dont le docteur Carpentier. On a aidé à reconstruire l'Institut Pasteur, qui a aidé évidemment d'ailleurs, il y a un livre qui vient de sortir sur l'Institut Pasteur, et ça, on le célèbre en ce moment même à Paris.
à l'Institut Pasteur, mais aussi au Vietnam. Donc c'est la coopération qui s'est mise en place. Voilà, c'est la C'est pas coopération. que l'aide humanitaire, c'est aussi construire avec eux. Voilà, c'est la coopération décentralisée qui s'est mise en place. La commémoration que nous organisons a choisi, elle a pour but d'abord de dire merci au peuple vietnamien pour ce qu'il a fait pour le monde entier. Parce que vous savez, je crois qu'on peut dire que ce qui s'est passé avec la guerre du Vietnam et avec on peut dire, ce soutien international qu'ils ont eu, c'est pas seulement parce que c'était des Vietnamiens, mais c'est parce qu'ils étaient tellement combatifs, ils étaient tellement... Ils voulaient gagner. Alors vous savez, la mairie et moi-même, nous avons beaucoup tenu à célébrer ce 40e anniversaire des relations diplomatiques avec la France, puisque c'est le thème de l'année croisée officielle, France-Vietnam, qui a été décidé par les deux gouvernements, qui aura lieu en 2013 et 2014. Mais en même temps, c'est pour nous, à Choisy-le-Roi, c'est pour rendre hommage au peuple vietnamien, aux combattants vietnamiens, à toutes les victimes vietnamiennes et à tous ceux qui travaillent aujourd'hui pour un Vietnam en paix et pour un Vietnam industrialisé, culturel et qui veut des liens, qui pense qu'on devrait avoir des liens d'amitié et de coopération technique, scientifique, culturelle beaucoup plus importants que nous ne les avons encore. Et puis, évidemment, c'est pour apprendre, bien sûr, à la nouvelle génération. C'est ça l'objectif essentiel. D'ailleurs, dans les écoles, je pense qu'il va y avoir des discussions autour de cela.